Wira a été une star. Avant 30 ans, il a été le producteur de télévision vedette des jeunes Thaïlandais qui ne juraient que par son émission. Je pense que la télévision est importante et qu'elle a des effets sur tous. La plupart des programmes télé en Thaïlande ou dans d'autres pays ont une mauvaise manière d'enseigner les gens, surtout les jeunes. Comment faire évoluer le rapport des jeunes à la télévision, dont ils sont souvent les otages passifs et vulnérables, 3 à 4 heures par jour. Conscient de cet enjeu, Wira arrête sa carrière confortable et séduisante de producteur pour se mettre au service de son pays et des jeunes qui trop souvent sont délaissés. Avant, je travaillais pour une entreprise, je travaillais pour avoir de l'argent pour survivre. Et maintenant, je travaille pour des élèves. Je leur apprends comment être reporter, comment utiliser les émissions de télé comme un outil pour améliorer leur vie. Maintenant, j'enseigne à travers tout le pays. Wira se tourne vers les écoles avec l'appui du gouvernement pour lancer des clubs de réalisation de vidéos. Il convainc l'UNICEF de financer un atelier modèle dans une école de Bangkok. L'objectif étant de concevoir un modèle duplicable et autogérable par des enseignants n'ayant aucune connaissance en réalisation télévisuelle. Ce sont les enfants eux-mêmes qui écrivent les scripts, qui conçoivent les histoires et qui réfléchissent sur les sujets qu'ils aimeraient voir à l'écran. Ils ont les aptitudes pour réaliser des émissions à la télé et ainsi s'épanouir. Ils apprennent plus de choses sur le monde, sur la société, sur le pays. Ainsi, ils sont prêts à faire carrière et à être des personnes de très grande qualité pour l'avenir. C'est vraiment intéressant parce que les enfants ont un point de vue qui leur est propre et c'est différent de la manière de penser des adultes. Et à chaque fois que nous regardons ces émissions, nous disons « Oui, c'est vrai, n'est-ce pas ? C'est ainsi que nous devrions penser. » Face aux problèmes, les jeunes peuvent réagir. Ils deviennent acteurs de leur vie en créant la télévision de leur choix. Aujourd'hui, le modèle s'est étendu. 300 écoles en réseau sont réparties dans le pays. Le témoignage de Wira, de cet entrepreneur social de Thaïlande, est relaté dans un livre, Passeur d'espoir, écrit par Marie-Hélène et Laurent de Cherizé, que vous allez entendre dans ce film. Alors comment avons-nous rencontré, nous l'équipe Net4God, Laurent et Marie-Hélène? Et tout remonte à la lecture d'un article d'un journal français où le titre c'était « Une famille autour du monde, reporter d'espoir ». Et c'est ça qui a attiré notre attention. Et dans cet article, ils racontent qu'ils ont fait un tour du monde à partir de juillet 2004. Donc ils ont quitté leur pays, la France, avec leurs 5 enfants, de 5 à 12 ans. Et ils sont partis pendant 14 mois, ils ont visité 18 pays. Et la particularité de ce voyage, c'est que dans chaque pays, ils ont rencontré des hommes et des femmes qui, face aux problèmes de leur société, œuvrent pour une amélioration de la situation, pour un changement de la situation au service de l'homme. Et la particularité aussi de leur voyage, c'est qu'ils sont partis, caméra à la main, faire un reportage vidéo sur chacun de ces passeurs d'espoir. On a réalisé ce film avec eux, on a réalisé un interview, et de les écouter nous a ouvert énormément de portes, et notamment la rencontre d'une association qui s'appelle Reporters d'espoir, dont ils font partie.
Et cette rencontre a été très importante parce que ça nous a encouragés vraiment à faire ce film que vous allez voir. Et donc Reporter d'espoir, vous allez entendre Christian de Boisredon qui est responsable. Et Reporter d'espoir encourage l'information positive, encourage tous ceux et celles qui travaillent à médiatiser toutes les solutions aux problèmes de notre temps. Et pour nous, leur expérience en fait rejoint notre vocation dans Net for God, qui est celle, je crois, de médiatiser aussi la bonne nouvelle, de médiatiser à travers des films chaque mois qu'il est possible de travailler pour la paix et l'unité à travers le monde. L'idée du tour du monde, c'était un rêve très ancien. Ce rêve qu'on a eu, effectivement, on a essayé de beaucoup le mettre dans les mains de Dieu et il nous a conduits. On était heureux pour nos propres enfants de leur montrer ce visage d'un monde qui se construit. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on commence à regarder le monde avec ces lunettes de l'espérance, eh bien, on voit des milliers et des milliers d'histoires extraordinaires de ce qu'on a appelé les bâtisseurs du XXIe siècle. À chaque fois, on partait d'une situation problématique et à chaque fois, on a rencontré des personnes qui ont osé faire quelque chose pour améliorer et changer cette situation. Médiatiser le problème, mais aussi ses solutions. L'origine de cette intuition remonte à un soir de Noël. Même ce jour-là, le journal télévisé ne parle que de catastrophes. Ce constat donne à Laurent l'idée de l'association Reporter d'espoir. L'idée est venue d'encourager les journalistes qui faisaient ce travail de recherche sur les solutions par rapport aux problèmes contemporains qui sont nombreux et dont il faut parler parce que derrière ce sont des gens qui souffrent, mais de se donner la permission aussi de parler des solutions. C'est ainsi qu'avant de partir pour ce voyage, Laurent partage son idée à un ami ingénieur agronome, Christian de Boisredon, qui 6 ans auparavant, avec 2 amis, a réalisé le tour du monde de l'espérance. En fait, la prise de conscience a été de dire, mais finalement, quand on parle de toutes ces initiatives, ça donne envie aux gens d'agir. Il y a un effet démultiplicateur. On a pris conscience que la communication pouvait vraiment être créatrice et positive. C'est ainsi qu'en mai 2004, Reporter d'espoir voit le jour et rassemble de nombreux journalistes. Souvent, les médias ont tendance à parler des problèmes, des catastrophes, des choses assez horribles, qui ont tendance à nous désespérer, à nous inhiber, à nous faire dire que finalement, plus rien ne va bien dans le monde et qu'on n'a plus grand-chose à faire. Et d'autres journalistes arrivent à traiter les 2 angles de la réalité. On dit le monde est fait d'ombre et de lumière. Et nous, on pense que le rôle du journaliste, c'est de traiter aussi bien l'ombre et la lumière. Comment vivre après un génocide qui, en 1994, a provoqué la mort d'1 million de Rwandais en 100 jours. Tutsi, Hutu et Tuwa, les 3 ethnies du pays se sont massacrées mutuellement. C'est ainsi que la famille Reporter va rencontrer 3 hommes rescapés du génocide. L'un est Tutsi, l'autre Hutu et le 3e est Tuwa. Face aux souffrances et blessures de la guerre, ensemble, ils engagent leur vie pour témoigner et travailler à la réconciliation. Que les murs de la haine qui les divisent se détruisent. François Xavier est instituteur, marié, il a 4 enfants. Il accueille la famille au mémorial de Kigali et en bon professeur, il leur explique l'origine du génocide. Voilà l'exemple d'une propagande, ça sont les 10 commandements des Bahutu qui étaient donc publiés par un journal, Kangura,
Et donc, il montre que le Tutsi est mauvais, qu'il ne faut pas se marier à lui, qu'il ne faut pas faire du commerce avec lui, et même que tout étranger qui épouse une Tutsi eh bien, est traître. Et alors, tout ça, ça crée la haine dans les cœurs. Et c'est ainsi que ça se passe dans toute l'histoire de racisme et de génocide. On m'avait traité de complice parce que j'étais marié à une Tutsi. Jean-Marie, lui, était un célèbre couturier. Qu'est-ce qui vous a sauvé? Parce que vous avez été devant la fosse avec un fusil sur la tempe. Quand il allait me tuer, je ne savais pas si j'allais être sauvé. Je me suis, dans mon cœur, j'ai eu quelque chose qui me demandait de l'aimer, de le pardonner. Il m'a demandé à quoi tu penses. Je pense à toi, je veux que tu aies la paix, pour que j'aie la paix. Vous avez dit ça à votre tueur? Ouais. Et alors, comment il a réagi? Il s'est tué. Voyant les enfants délaissés dans les rues, Jean-Marie crée un centre pour les accueillir et vivre avec eux. J'ai abandonné tout ce que j'avais comme activité sans savoir si je pourrais nourrir mes enfants parce que je me disais l'essentiel aujourd'hui ce n'est pas vêtir le corps. Je vais essayer de donner l'amour au cœur. Ce modèle de centre d'accueil est aujourd'hui répandu à travers tout le Rwanda. La famille part à la rencontre de Gérard dans le village de Nyamata. J'ai souffert parce que dans mon ethnie, on n'est pas reconnu. On est prisé comme des idiotes. Il y avait un moment où je disais donc que les animaux sont plus des valeurs plus que nous. Vu tout ça, ça m'a vraiment fort blessé dans mon cœur. Vraiment, je sentais dans mon cœur pas la haine, mais ma souffrance m'a poussé à dire vraiment que je dois travailler, faire comprendre tout le monde qui est l'être humain. Je voyais que les gens sont les mêmes, n'importe qui est des ethnies. C'est ça qui m'a poussé, moi, à dire vraiment je vais travailler sur aider les autres à la réconciliation, à la découverte de la personne humaine et aussi à la découverte, disons, de la vérité. Aujourd'hui, Gérard, François-Xavier et Jean-Marie se sont unis pour animer des sessions de réconciliation ensemble à travers tout le pays. Des milliers de personnes, Hutus, Tutsis et Tuwa de toute la région des Grands Lacs, se rassemblent pour relire leur histoire. Les gens peuvent s'asseoir ensemble et être vrais entre eux, se dire ce qui est sur le cœur, ne pas mettre des masques. Il n'y a aucune souffrance qui est petite, il n'y a aucune souffrance qui est à sous-estimer, chacune doit être valorisée pour être apaisée. Tout passera par la paix et l'unité dans les pays, mais en commençant par chez soi, et même je dirais en commençant par la famille. Parce que nous avons vu que parfois tout le mal qu'on a fait vient aussi de l'éducation familiale et des blessures en famille. Et puis on espère parce que beaucoup de gens sont un peu éveillés pour travailler pour la paix et ce qui va changer la face de l'Afrique. Je crois que nous sommes appelés vraiment à être des hommes universels, des hommes qui ont un cœur grand comme le monde. Le pardon, il est sans limite. Ce qui m'impressionne, c'est le courage de tous ces gens qui ont vécu des choses atroces, qui vont au-delà de leur souffrance. Et comme ils aiment leur pays et ils ne se centrent pas que sur leurs problèmes, ils vont plus loin et ils pensent aux autres. Et ils disent que la seule manière, c'est de pardonner, alors ils pardonnent. Il y a une belle phrase de Gandhi,
un arbre qui s'abat fait beaucoup de bruit, une forêt qui germe, on ne l'entend pas. Et c'est finalement en fait un petit peu ce qu'on peut déplorer. Et nous, notre rôle, c'est justement de travailler avec les médias pour voir comment on peut rendre médiatique une forêt qui germe, puisque c'est ça effectivement qui est le plus intéressant. Et cette forêt en germination, c'est le fait d'individus, de chacun d'entre nous, qui décident de refuser la fatalité et de se mettre en mouvement le jour où, autour de lui, il voit une situation de souffrance. Et un mouvement tout simple, juste le premier pas, mais c'est le plus important, c'est celui contre l'immobilisme. Et après ça, ce premier pas, on ne sait pas où il nous emmène. Pierre Barnerias est journaliste. Il a effectué à sa manière son tour du monde, caméra à la main, en réalisant avec la famille de Cherizé 7 reportages télé à partir de cette aventure extraordinaire. Moi, je suis profondément journaliste, c'est-à-dire que l'information, je suis un témoin de ce qui se passe. Et ce qui se passe dans le monde, c'est pas seulement des guerres, des catastrophes, il se passe aussi des choses merveilleuses. Aujourd'hui, c'est l'ordinaire qui devient extraordinaire. Et c'est ça, moi, qui me plaît, c'est ce qui m'intéresse. C'est de montrer qu'aujourd'hui, on est dans un tel marasme, on est dans une telle sinistrose, qu'à côté de ça, la chose qui se passe bien, ça devient merveilleux. Sans rentrer dans la caricature, je pense qu'on peut réussir à faire des bons films, des bons documentaires, en ayant les deux choses dans le même documentaire, c'est-à-dire le problème et la solution au problème. Albina Ruiz, une indienne tout droit sortie de la forêt amazonienne, une femme énergique, avenante et gaie. Dans un pays, le Pérou, où les femmes de couleur venant de la forêt sont déconsidérées et se heurtent à un fort racisme, Albina a déplacé des montagnes d'ordures. Le problème, c'est qu'ici on souffre de la saleté. Personne ne s'occupe de nous, ni la municipalité de Lima, ni celle de notre commune. Avec le vent, l'odeur doit être insupportable. Oui, ça sent beaucoup. À Lima, 2/3 des ordures ne sont pas traitées. Elles s'accumulent dans les rues, le long des fleuves et en bord de mer. Les quartiers pauvres sont les plus touchés et ces amoncellements favorisent microbes et épidémies variées comme le choléra. Albina, étudiante en économie à l'université de Lima, offusquée par cette situation, développe un concept de micro-entreprise de nettoyage et de recyclage. J'ai appris que toute seule, je ne pouvais rien faire. Il faut toujours travailler avec d'autres collègues, des micro-entreprises et aussi avec l'État. Je crois que travailler avec les autres nous aide beaucoup. Et puis, il faut avoir de l'audace. Si je retourne demain et aussi après-demain, et que je continue à insister, eh bien, les portes s'ouvrent. Grâce à cette collaboration, non sans lutte, des micro-entreprises voient le jour. Albina donne ainsi aux plus démunis les moyens pratiques de remédier aux problèmes dont ils sont les premières victimes, tout en gagnant leur vie. Dans cette micro-entreprise, nous sommes solidaires, nous nous aidons. Nous sommes 3 femmes seules et nous avons des enfants. Nous ramassons tout ce qu'il y a dans les entreprises, les écoles, et nous l'achetons à un prix minimum. Donc on le prend, puis on le recycle et après on le revend. Je suis très fière de ce travail. Ainsi, je peux m'occuper de mes enfants, leur procurer de quoi manger et leur permettre de faire des études. Elle sépare le papier de couleur, le papier blanc et le papier journal, parce que les prix sont différents.
Quand les enfants jouaient dans la rue, avant avec les poubelles, ils étaient toujours malades. Maintenant, ils vont bien. Ils sont en bonne santé. La solution est tellement performante que de nombreuses villes du Pérou sollicitent aujourd'hui l'association d'Albina pour implanter son modèle. On essaie de former des professionnels et des leaders dans tout le pays. Il y a une convention avec l'Université catholique du Pérou qui enseigne un programme de spécialisation. À partir de mon expérience, ils ont écrit 6 livres et ces 6 livres sont aujourd'hui répartis en 6 cours. C'est un programme de spécialisation au niveau national. Albina, grâce à ces méthodes, a permis à une activité les plus dangereuses pour la santé et les plus dégradantes socialement d'être reconnue et rentable. La grande chose qu'ils m'ont appris, c'est qu'on peut débuter de rien pour faire quelque chose de grand. Et puis aussi que les plus pauvres, c'est pas spécialement les moins bons, mais ça peut être les meilleurs. Une des grandes leçons de tous ces entrepreneurs, on a tous nos zones de souffrance, mais là, ce qu'ils nous ont tous appris de manière universelle, c'est quand on se décentre de soi pour s'ouvrir à la souffrance de l'autre, on ouvre un chemin de vie et on ouvre un chemin de bonheur. Ils sont tous très très heureux, ces gens-là. Ils rayonnent d'un bonheur qui fait franchement envie. C'est une immense leçon de bonheur qu'on a pris finalement. Personnellement, ça m'a donné envie d'aller au-devant de toute personne et de ne pas en avoir peur. Avant, peut-être que j'aurais pu jalouser telle ou telle personne ou craindre de l'approcher en me disant qu'elle était trop ceci par rapport à moi ou pas assez, enfin je ne sais pas. Et là, je me dis, mais il n'y a rien à perdre dans la rencontre, il y a tout à gagner. C'est sûr qu'on a de la chance, par exemple, d'avoir l'eau et tout. Et je pense que ce qui est important, c'est de contrôler un petit peu tout ce qu'on peut avoir en trop, d'essayer d'avoir juste, de faire juste attention à ce qu'on a, de ne pas vouloir toujours plus. On a choisi déjà de valoriser tout ce qu'il y avait de très positif au sein des médias. Nous, je dirais l'arme qu'on utilise, c'est justement de valoriser plutôt que de critiquer. Le problème du journaliste, c'est qu'il est toujours là où ça va mal. Il est toujours là où c'est noir, toujours là où c'est pauvre, toujours là où il y a de la désespérance, parce que c'est là où on l'envoie en tant que journaliste. On ne l'envoie pas là où tout va bien. Et le journaliste, du coup, lui-même est dans une vision de mort, dans une vision noire, et il a l'impression que tout le monde entier est pareil, puisque effectivement, il passe la majeure partie de son temps là où ça va mal. Et c'est vraiment une culture de vie qu'on a envie de redonner le goût de l'espoir, sans nier la réalité, bien au contraire, de mettre les projecteurs sur tout ce qui fait vivre le monde malgré tout, et aussi et notamment les initiatives exemplaires qui prouvent qu'à partir d'un homme, on peut arriver à des miracles. Nos entrepreneurs consacrent leur vie parce qu'ils croient à un changement qui pourrait construire une société meilleure. Une grande idée entre les mains d'un entrepreneur, il n'y a rien de plus puissant. La seule chose qu'ils veulent faire est de démissionner de leur travail et de travailler à plein temps à la réalisation de leur projet, de le mettre en œuvre là où ils sont. Après, ils le mettent sur le marché, puis ils le multiplient. Tu prendras 10 ou 20 ans, ils sont prêts à cela, parce qu'ils savent combien c'est important et que c'est le moment dans leur vie. C'est vrai que moi, j'ai été ravi en fait de découvrir ces entrepreneurs sociaux à travers dans le monde et de voir, ce sont des géants de l'humanité, c'est-à-dire que ce sont tous des prix Nobel potentiels pour moi. Et c'est toutes ces barrières, moi, qu'il faut vraiment apprendre à casser. Ce tour du monde, moi, personnellement, ça
ça m'a donné ça. Voilà. Ce que j'ai appris à travers ce tour du monde, ça à décloisonner, à casser toutes ces barrières qui nous empêchent de voir et d'écouter. Ce qui nous touche énormément, c'est qu'on voit la fécondité de ces exemples de vie, dont nous, on a eu la chance d'être témoins privilégiés, mais tout le travail a été centré sur le témoignage de ces gens-là. L'impact que ça a en France aujourd'hui, c'est très bouleversant. Et ça explique cette espèce de soif immense qui s'est traduite par le déferlement médiatique. On a eu plus de 10 heures d'interviews dans les radios, des dizaines d'articles dans toute la presse, une série de passages en télévision, en plus des 7 heures de nos propres films. Le livre qui en 2 mois est un best-seller. Ça témoigne de quoi, ça? Ça témoigne de la soif de chacun de croire à la lumière. Mais pour croire à la lumière, il faut la voir. Voyez? Et pour voir la lumière, il faut des hommes et des femmes qui se mettent debout et qui soient un peu comme des veilleurs avec leur lumière à la main, comme ça, qui montrent les chemins. Quand le Christ nous dit « Soyez la lumière sur le boisseau, soyez le levain dans la pâte, soyez le sel de la terre », ça veut dire que le Christ nous dit « Apprends à aiguiser ton regard pour regarder et révéler à l'autre la lumière qu'il a en lui. » Et révéler à l'autre la lumière qu'il a en lui, c'est lui ouvrir un chemin d'humanité, un chemin de bonheur, un chemin d'espoir. Publier toutes ces informations positives, toutes ces transformations intérieures, n'est-ce pas pour ceux qui croient en Dieu montrer l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde? Notre réseau Net for God s'inscrit dans cet appel urgent. Grâce aux moyens de communication modernes qui abolissent les distances qui nous séparent, nous essayons de créer et de resserrer les liens entre nos églises et nos pays. C'est le dialogue à tout prix. Ouvert à tous, des centaines de points nets en réseau dans le monde rassemblent chaque mois hommes et femmes de toutes langues, peuples et nations, jeunes et vieux, catholiques, protestants, orthodoxes. Net for God, c'est une autre manière de voir le monde. Chaque mois, un film vidéo commun à tous nous aide à mieux comprendre et à croire qu'un chemin d'espérance et de vie est possible pour chaque homme, quel qu'il soit. Net for God, c'est prier les yeux ouverts sur le monde. Quand 2 ou 3, dit Jésus, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Nous croyons dans la force de la prière d'intercession. Chaque mois, ensemble, nous nous mobilisons pour prier pour une situation d'urgence ou un pays précis. Et pour ce mois, nous vous proposons de prier pour tous ceux qui travaillent dans le monde des médias, dans chacun de nos pays, en particulier pour qu'ils puissent promouvoir une communication créatrice et positive. La parole du mois est dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 15. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych świętych.
dzieci i serca pokornego. Błogosławcie Pana, kapłani pańscy, błogosławcie Pana, słudzy Pana. Niech ziemia błogosławi i wywyższa na wieki. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki.